Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois le 2e et le 4e dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h, et elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, asso-r2r.fr, et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous écrivant à l'adresse suivante au miroirdeclio@gmail.com. Aujourd'hui, c'est la 12e émission de l'année et nous avons le grand plaisir d'accueillir Michel Biard. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Michel Biard, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Rouen, spécialiste de la Révolution française, et vous venez de publier au tout début de cette année, aux éditions Talendier, La liberté ou la mort, mourir en député 1792-1795. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, écrits seuls ou en collaboration, et de dizaines d'articles sur la Révolution et singulièrement sur les débuts de la Première République pendant la Convention nationale, entre 1792 et 1795. Vous êtes président de la Société d'études robespierristes et vous êtes directeur du groupe de recherche d'histoire, le GRIS, de l'Université de Rouen. Avec vous, pendant cet entretien d'1 heure, nous allons plonger dans cette période si féconde de notre histoire, matrice de notre culture politique. Ce faisant, nous reviendrons largement sur votre ouvrage « La liberté ou la mort », publié il y a quelques semaines. Comme c'est de tradition dans cette émission, peut-être d'abord, Michel Biard, une première série de questions sur votre itinéraire, sur votre parcours. Alors, comment entre-t-on en révolution, si je veux dire, en tant qu'historien ? Ça remonte à l'enfance, tout ça, Michel Biard ? Non, pas du tout, mais je ne suis pas sûr que mon parcours soit vraiment typique des historiens qui travaillent sur la Révolution française, puisque en fait, étudiant dans l'université de Lyon 2, j'ai commencé par faire ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise, et non pas encore un master, une maîtrise en histoire du Moyen-Âge, aussi surprenant que cela puisse donc paraître. Et après ma maîtrise, j'ai passé les concours de l'éducation nationale, le CAPES et l'agrégation, et les ayant eus, je me suis retrouvé enseignant et soumis au grand jeu des mutations à travers la France. Et lorsque je suis passé de Lyon puis de Grenoble à Béthune dans le Pas-de-Calais, que j'ai découvert d'abord que le Pas-de-Calais existait ailleurs que sur une carte, je me suis retrouvé complètement coupé de la recherche. Et le hasard a fait que nous étions à ce moment-là, au moment du bicentenaire de la Révolution française. Je ne connaissais personne à Lille. Lyon, pour moi, était devenu très loin et je suis allé voir Vauvel à Paris 1 en lien avec le bicentenaire. Donc il y a vraiment un côté événementiel dans tout ça. Vous avez préparé une thèse, donc on est là à la fin des années 80, au début des années 90. C'est ça, en fait un DEA en 89 et la thèse en 93. Alors, sur un personnage qui s'appelle Jean-Marie Collot d'Herbois, votre thèse qui a été soutenue donc, le 15 mai 93 s'intitulait « Jean-Marie Collot d'Herbois, homme de théâtre et homme politique 1749-1796 ». Alors, qui est Jean-Marie Collot d'Herbois, Michel Biard ? Alors, comme le titre l'indique, me semble-t-il, c'est à la fois quelqu'un qui a été un comédien, pourrait-on dire de façon peut-être un peu rapide, c'est-à-dire à la fois un acteur, à la fois un auteur et aussi un directeur de troupe dans la France des années 1770-1780, qui a encore fait du théâtre au tout début de la Révolution, entre 1789 et 1792 à peu près, et qui est entré en politique avec la Révolution française et qui est devenu très vite un personnage important à Paris, qui a joué un rôle dans l'été 92 au moment du renversement de la monarchie et qui a été l'un des tout premiers députés de Paris élus à la Convention, puisque le premier, c'est suffisamment célèbre, est Maximilien Robespierre, le deuxième Danton, et le troisième est justement Collot d'Herbois. Donc derrière, il y a toute une carrière, mais on n'aurait pas dit ça comme ça évidemment à l'époque, politique, c'est-à-dire qu'ensuite il a été notamment l'un des membres du comité de salut public
au moment le plus terrible de la Révolution, c'est-à-dire en 93-94. Sa fin est tragique. Absolument, puisqu'il inaugure, si je puis me permettre l'expression terrible en la circonstance, il inaugure la déportation politique à la française. Je dis à la française parce que les Anglais ont déporté pour des raisons politiques bien avant nous. Donc il inaugure la déportation en Guyane et il y meurt en 1796. Il survit à peine un an. Autour de ce personnage, il y avait toute une légende noire. Tout à fait. En fait, c'est un personnage qui a été très vite attaqué, détesté, notamment à partir de 1793 et a fortiori après la chute de Robespierre dans l'été 94. Et donc toute une légende s'est attachée au personnage et notamment à son statut de comédien sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire que pendant 2 siècles, on a dit que c'était un acteur raté, un auteur minable et évidemment un directeur de troupe qui était parti avec la caisse de sa troupe. Et une de mes premières tentations avec cette thèse, ça avait été justement de retrouver l'acteur, l'auteur, le directeur de troupe. Et je me suis très vite aperçu qu'à gratter la surface des choses, à enlever les couches de vernis qui s'étaient déposées successivement, on s'apercevait que l'auteur était un auteur loué en son temps, que l'acteur occupait les premiers rôles. Ce qu'on appelle le premier rôle dans une troupe, c'est le personnage principal, celui qui, comme le nom l'indique, joue les premiers rôles, et que le directeur de troupe avait été un directeur de troupe à succès. Bon, donc c'est un personnage qui a finalement à plusieurs facettes, on peut dire ça comme ça, ou c'était pas aussi monochrome que ce qu'on pensait? Alors, plusieurs facettes, oui, parce qu'il est à la fois un homme de plume et puis quelqu'un qui a fait une carrière politique, d'où le titre que j'avais choisi, homme de pouvoir et homme de théâtre, mais plusieurs facettes également, parce que, comme pas mal de personnages ou de protagonistes de la Révolution française, il a un destin, il a un parcours, et sur lequel des légendes, alors noires dans son cas, mais noires ou dorées dans d'autres cas, sont venues se greffer. Et il n'est pas le seul en la matière. L'exemple de Maximilien Robespierre est encore peut-être plus spectaculaire, voire est l'archétype des légendes noires et dorées sur des personnages de la Révolution. Un peu comme si ces personnages gênaient finalement au-delà de leur mort, et comme s'il fallait s'acharner un peu sur, sinon le cadavre, en tout cas la mémoire. Alors, quand on est biographe, enfin, on s'attache à son personnage, Michel Viard. Alors là, comment maintient-on la distance? Oui, j'ai envie de vous répondre que j'ai été biographe presque à l'insu de mon plein gré, comme l'on disait en plaisantant il y a quelques années. C'est-à-dire que j'ai voulu travailler sur ce personnage. En revanche, je pense n'avoir jamais vraiment théorisé sur le genre biographique, alors que c'était en train de revenir à la mode à ce moment-là. Oui, je me suis sans doute attaché, peut-être à l'insu de mon plein gré, justement, à mon personnage. Mais j'ai toujours voulu garder une certaine distance et me transformer en toute autre chose que soit un juge, soit un avocat, soit un procureur. Pour moi, le travail de l'historien, de toute façon, ne relève pas de ce genre de choses. Nous ne sommes pas là pour aimer un personnage. Bon, mais il est évident que cheminer avec lui dans les archives ou dans ses propres textes, ça suppose quand même, non pas une complicité, mais un rapprochement avec le personnage. Et alors, vos sources, les sources sur lesquelles vous avez travaillé, elles étaient à Paris essentiellement Là, ça a été plutôt du domaine de l'horreur intégrale, puisque les sources étaient, et ça explique pourquoi il n'y avait pas de travaux sur le personnage, au-delà de la légende, les sources étaient complètement dispersées. C'est-à-dire que l'homme de théâtre a travaillé dans une bonne dizaine ou douzaine de mémoires de villes, de provinces et aussi à l'étranger, à Amsterdam et à Genève notamment. Donc il m'a fallu le pister dans des villes différentes, ce qui a entraîné des pérégrinations. Ensuite, quand sous la Révolution, il a été député, envoyé en mission, il m'a fallu aussi aller aussi bien dans l'Oise que dans la Nièvre qu'à Lyon. Et bon, évidemment, il y avait quand même des sources à Paris. Je rassure les auditeurs, on peut faire aussi des recherches aux archives nationales, mais dans mon cas, les sources étaient vraiment très dispersées. Donc ça a été beaucoup de voyages. Bon, ce qui complique un peu la tâche, effectivement. Alors, vous travaillez sous la direction de Michel Vauvel. Alors, pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais quand on travaille sur la Révolution,
il y a un contexte historiographique qui est compliqué. Donc, travailler avec Michel Vauvel, c'était déjà s'inscrire dans des champs historiographiques spécifiques. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Ou c'était au contraire assez ouvert pour vous, Oui, Michel alors Biard? je ferai une réponse de Normand d'adoption que je suis depuis 12 ans maintenant. Oui, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, effectivement, Vauvel à Paris 1 appartenait à une école historiographique ou un champ historiographique qui se rattachait à Soboul, par exemple, hein, et d'aucuns se souviennent peut-être de la fameuse querelle qui a hanté ou pourri, c'est selon, les années 60, 70 et encore le début des années 80 entre Furet et Soboul. Donc, de facto, je me rattachais indirectement à ce camp ou à cette mouvance qui était celle auparavant de Soboul. Mais je crois que Vauvel était tout autre chose, c'est-à-dire que Michel Vauvel était un historien de la Révolution, certes, mais aussi un historien des mentalités, un historien de la mort, un historien curieux finalement de tout, et qui laissait à ses doctorants, enfin moi en tout cas qui m'a laissé, mais je crois que c'était le cas de tout le monde, qui laissait à ses doctorants une totale liberté d'interprétation. Je veux dire, jamais Vauvel ne nous a intégrés dans un bloc contre un autre bloc. Je crois qu'on était justement à ce moment-là en train de sortir de cette querelle historiographique. Hein, et je crois que maintenant nous en sommes largement sortis, peut-être pas faute de combattants, puisque pas mal de gens ne sont plus de ce monde, mais parce que les enjeux politiques qui étaient sous-tendus par la querelle, à mon avis, ont en grande partie disparu. Ce qui ne signifie pas pour autant que les enjeux historiographiques, eux, aient disparu. Ça, c'est une autre question. À la suite de cette soutenance de 1993, vous avez été élu maître de conférence à Paris 1. Puis vous êtes devenu, je crois que c'est depuis 2004, professeur à l'université de Rouen. Donc pour vous, la Normandie, c'était quelque chose d'inconnu ou vous aviez déjà des rapports avec la Normandie, avec les sources, je veux dire, de la Révolution en Normandie? Non, en exagérant un peu, je rappellerai que Collot d'Herbois était passé au théâtre de Rouen pendant sa carrière. De là à dire que j'étais attaché à la Normandie, non. Non, la Normandie, pour moi, relève vraiment un peu du hasard, si ce n'est que quand je suis arrivé à l'université de Rouen, en fait, j'habitais déjà en Normandie depuis quelques années parce que mon épouse avait eu un poste en Normandie. Est-ce que aujourd'hui ou depuis 2004, la Normandie, ses archives constituent aussi un terrain pour vous d'études? Oui. Je crois avoir fait déjà plusieurs travaux sur la Normandie, alors en allant de l'autre côté de l'eau, comme on dit ici notamment, puisque j'ai fait un gros travail pendant une année, environ un peu plus d'une année, sur la Société des Amis de la Constitution, la Société des Jacobins, pour l'appeler avec un titre plus simple, de Honfleur, donc qui est fondée sur des archives extrêmement riches, puisque la petite commune de Honfleur, connue surtout des touristes, moins des historiens, mériterait que des historiens se rendent dans ces archives municipales, puisque en substance, la plupart des archives municipales n'ont pas été versées aux archives départementales, enfin en tout cas pour la période révolutionnaire, ce qui leur a évité de passer sous des bombes américaines, allemandes ou anglaises, et ce sont des archives municipales d'une richesse absolument extraordinaire. Donc il y a de quoi faire de manière générale en Normandie pour les historiens de la Révolution aujourd'hui? Oui, bien évidemment. Et il n'y a pas de hasard, même si d'autres raisons entrent en ligne de compte. Il n'y a pas de hasard si l'Université de Rouen va bientôt fêter son 50e anniversaire en 2016. Et si, en fait, depuis un demi-siècle, donc, il y a toujours eu un professeur spécialiste de la période 18e siècle, Révolution, Empire. Donc là, ici, j'avais conscience en arrivant de m'inscrire dans une longue lignée. Effectivement, à l'Université de Rouen, je ne sais pas, on peut citer les noms de Pascal Dupuis, Yannick Bosc. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une école historiographique, une école de la Révolution en Normandie, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Non, moi je dirais une tradition, puisque avant les noms que vous citez, il y a eu Claude Mazauric, il y a eu Guy Lemarchand, il y a eu Jean-Pierre Gessen. Alors aujourd'hui, effectivement, nous sommes au moins 4 à relever de ce champ d'études, hein, c'est-à-dire moi, Pascal Dupuis, Yannick Bosc et Jean-Dumas Ducange, que je rallierais volontiers, même s'il travaille peut-être davantage sur la période contemporaine, bien sûr. Mais de là à parler d'école,
Je crois que la réponse est plutôt non. C'est-à-dire que nous avons nos sensibilités propres. Donc je ne crois pas qu'il y ait une école rouennaise de la Révolution française. En revanche, il y a une très forte tradition rouennaise d'études de la Révolution, ce qui à mes yeux est différent. Tout à fait. Est-ce que de manière générale, dans l'historiographie universitaire de la Révolution, il y a de forts clivages en ce moment? Est-ce que c'est encore tendu? Vous évoquiez la querelle entre Albert Soboul et François Furet tout à l'heure, mais aujourd'hui, quelle est la situation? Alors, en milieu universitaire, je crois qu'il n'y a pratiquement plus de querelles graves. Je dis bien pratiquement plus. Et de façon plus générale, les trois grands courants qui se dessinaient encore il y a quelques années, c'est-à-dire, pour faire très simple, un courant qu'on qualifie de classique ou de jacobin, qu'on a parfois qualifié de marxiste, ce qui serait à définir, mais bon, passons. Un courant qu'on pourrait qualifier d'hostile à la Révolution, pour ne pas dire de contre-révolutionnaire, donc avec des écrits se rattachant aux premiers écrits violemment hostiles à la Révolution. Et puis ce fameux courant ou cette école, je ne sais comment l'appeler, autour de François Furet. Alors je crois que Furet n'a pas vraiment fait école, c'est-à-dire que c'est un courant qui n'existe que peu désormais, parce que les enjeux justement idéologiques qui les sous-tendaient ont à mon sens largement disparu. Donc on se retrouve finalement avec un affrontement plutôt école classique contre ouvrage vraiment toujours violemment hostile à la Révolution française et hostile à son souvenir, hostile à ses héritages dans notre forme actuelle de démocratie. Donc des ouvrages de ce type continuent à exister, continuent à être publiés. Bon, pour vous donner un exemple tout bête, c'est le livre noir de la Révolution française il y a quelques années. C'est le fait qu'on ressorte encore en librairie les ouvrages de Le Nôtre, qui sont des ouvrages d'anecdotes sur la Révolution, globalement quand même très hostiles à cette période. Donc ça existe toujours, mais c'est complètement en marge de l'université. C'est-à-dire que dans l'université, vraiment maintenant, le courant, si on raisonne en termes de courant, le courant dominant est ce qu'on appelait autrefois le courant classique. L'image assez noire, la légende noire de la Révolution, elle est véhiculée par... je ne sais pas, on pourrait dire des historiens du dimanche ou des gens qui sont en marge, ou c'est plus complexe? Alors c'est peut-être un peu sévère de réduire ça à une littérature de kiosque de gare. J'espère que je ne vais pas choquer les kiosquiers que j'aime beaucoup, puisque je leur achète des choses, moi aussi. Non, pour être plus sérieux, je crois qu'effectivement c'est quand même largement véhiculé par une littérature historique de seconde main. Maintenant, il y a aussi des travaux qui se font sur archives, sur sources. Il y en a eu sur la Vendée notamment. Le problème, à mon avis, n'est pas tant de savoir si c'est sur source ou si c'est de seconde main, que de savoir si c'est piégé idéologiquement ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que mon propos, lorsque j'écris sur la Révolution française, est un propos d'historien. Ce n'est pas un propos de citoyen aspirant, par exemple, ou n'aspirant pas à une autre révolution demain. Là, pour moi, je dégage vraiment les deux. On peut vraiment le déconnecter, ça c'est possible? On peut essayer, en tout cas. On peut essayer. Là où dans certains ouvrages qui s'inscrivent dans ce courant, toujours soucieux d'en découdre avec la Révolution et ses héritages, on retrouve cela. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour eux, il y a toujours un enjeu fort qui consiste à, par exemple, désormais vomir la République ou vomir la démocratie ou réclamer le retour d'un roi ou des choses de cet ordre-là. Ce qui les regarde au demeurant, entendons-nous bien, en tant que citoyens, ils peuvent penser qu'un roi serait peut-être idéal dans la France actuelle. Ça, je leur laisse volontiers ce genre de choses. En revanche, en termes historiques, c'est-à-dire le métier d'historien, comme disait Marc Bloch autrefois, je crois que là, il y a quelque chose qui sort du métier d'historien. Bon, écoutez, très bien. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et d'évoquer votre livre « La liberté ou la mort, mourir en député 1792-1795 », on va marquer une première pause. Et pour introduire votre livre, bien que ce soit dans un registre tout à fait différent, on va écouter « Ma liberté » par Serge Reggiani sur R2R, un titre de 1967. C'était Ma liberté par Serge Reggiani sur R2R. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Michel Biard, professeur d'histoire moderne à l'université de Rouen, spécialiste de la Révolution française. Alors après avoir évoqué votre itinéraire, votre parcours, nous allons donc présenter votre dernier ouvrage en date, publié
au tout début du mois de janvier 2015, La liberté ou la mort, mourir en député, 1792-1795, paru chez Talandier. Alors Michel Biard, d'où vous vient cette drôle d'idée de travailler sur tous ces députés qui sont morts de décès non naturels entre 1792 et 1795? Je ne sais pas si l'idée est drôle en soi, mais idée peut-être un peu décalée ou un peu étrange. Je répondrai de double façon. D'abord, la première, qui est du domaine du hasard, est que ce livre est sorti le 8 janvier, et que le 8, évidemment, c'est le lendemain du 7, que l'éditeur voulait à tout prix l'impeler La liberté ou la mort et ne pas mettre le sous-titre, et que, évidemment, le 8 janvier, quand c'est sorti, avec ce titre, La liberté ou la mort, et la mort de Charb, entre autres, mais avec la phrase qu'il avait reprise des Canus, je dirais que ça m'a fait un petit peu drôle quand même, puisque évidemment, le contexte était un peu pesant. Plus indirectement, ou plus directement, ça dépend comment on prend les choses. Pourquoi cette idée ? Cette idée, en fait, parce que nous sommes à plusieurs universitaires et plusieurs universités au demeurant en train de travailler sur un futur dictionnaire des membres de la Convention nationale. Et de façon très prosaïque, à un moment donné, j'ai rencontré un certain nombre de ces députés qui avaient eu une mort violente. Et je me suis dit, je crois que j'avais commencé par les Girondins, il faudrait que je trouve une liste, très simplement une liste de ceux qui ont été, par exemple, guillotinés. J'ai cherché dans ma bibliothèque, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché dans des bibliothèques un peu plus larges que la mienne, je n'ai pas trouvé non plus. Et là, j'ai commencé à me dire, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas un beau corpus à prendre ? Et finalement, est-ce que le début ne serait pas de compter, de quantifier, de voir combien de membres de la Convention nationale, de députés, ont eu une mort non naturelle ? Et je suis parti et je ne me suis plus arrêté avant d'avoir fini. Sur quel type de source avez-vous travaillé ? On imagine que c'est très hétéroclite, là. Alors là, ce qui est important surtout, et là je le dis volontiers pour tous les historiens et historiennes en herbe ou en devenir, c'est que là je crois qu'on est en plein dans une démonstration en vertu de laquelle on pourrait démontrer justement, on pourrait dire que les bonnes questions de l'historien font naître les sources. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, les bonnes questions de l'historien ne feront pas naître de sources si elles n'existent nulle part, s'il n'y en a jamais eu, etc. Mais là, en me posant cette question de combien sont morts, comment sont-ils morts, etc., j'ai littéralement fait surgir des sources que je n'imaginais pas prolixes à ce point, denses à ce point, alors qu'ils sont des sources policières, bien sûr, qui sont des sources judiciaires, qui sont des sources médicales. Pendant la Révolution française, on écrit beaucoup. C'est un grand temps pour l'écriture et un grand temps pour les procès-verbaux de tous ordres. Et donc, c'est absolument génial pour l'historien, bien sûr. Et donc, là, j'ai trouvé beaucoup de choses, pour l'essentiel, aux archives nationales. Vous avez utilisé des sources, à la fois des textes, mais aussi des images, aussi, des caricatures, éventuellement. Oui. Alors, des caricatures, pas tant que ça, mais des images, oui, puisque un des enjeux de mon travail était de voir si, par exemple, les exécutions, pour commencer par elles, puisque c'est le cas le plus spectaculaire peut-être, encore que ça serait à discuter, les exécutions, voir si elles étaient documentées en images, s'il existait une iconographie. Je me suis très vite aperçu que l'iconographie existait pour les personnages de tout premier plan, Philippe Égalité, Robespierre, bien sûr, ou bien lorsqu'il y avait des exécutions collectives, les Girondins en octobre 93, mais qu'en revanche, les exécutions individuelles, les exécutions de gens qui étaient moins connus, n'avaient pas donné lieu à des images. Comme souvent dans tous les livres qui traitent de la Révolution française, il y a au début de votre ouvrage un chapitre qui est consacré au contexte historiographie, parce qu'il y a toute une historiographie qui remonte à loin. Oui, vous avez 1000 fois raison. L'historiographie de la Révolution française est une historiographie qui a commencé à chaud, une histoire de l'immédiat, de l'écriture immédiate. Et puis surtout, il y a eu une historiographie au XIXe siècle chargée en enjeux, puisqu'il s'agissait de rejouer la Révolution finalement, 1830, 1848, voire 1871. En fait, le XIXe siècle, sans aller jusqu'au XXe pour l'instant, le XIXe
XIXe siècle a souvent fait le choix d'héroïser certains membres de la Convention décédés de mort non naturelle. Et l'héroïsation a bien entendu été immédiatement une héroïsation partisane, d'aucuns préférant héroïser les Girondins, on connaît Lamartine bien sûr, d'autres préférant héroïser les montagnards et notamment Robespierre. Et bon, il me fallait dégager un peu cette gangue de l'historiographie, une fois de plus gratter le vernis pour arriver à l'archive. Je crois qu'on ne peut pas, quand on est historien, faire l'impasse là-dessus, c'est-à-dire avant d'aller directement aux sources, voir ce qui a été écrit pour, comme le disait le philosophe Jacques Rancière, revenir sur ce qui déjà fut écrit. C'est ça qui est très frappant quand on est historien de la Révolution française. Il y a toute une sédimentation, puis il faut faire un travail vraiment d'archéologue. C'est très compliqué. Alors quand on s'intéresse à d'autres périodes, ce travail de sédimentation il est moins important. Donc cette étape historiographique apparaît moins considérable. Oui. Je suis entièrement d'accord avec l'idée de l'archéologie. Je crois que fondamentalement, l'historien de la Révolution est contraint à être archéologue et à dégager couche après couche. Simplement, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'à la différence d'un vrai archéologue, encore que d'aucuns vont peut-être contester le mot, Schliemann à Troyes, qui voulait retrouver Troyes, qui fait les fouilles, il anéantit les couches successives pour arriver à ce qu'il voulait voir. L'historien de la Révolution française, d'où ce chapitre sur l'historiographie, il doit déconstruire l'historiographie, mais tout en la gardant. Pour voir comment les historiographies, les historiens se sont répondus les uns aux autres et comment le tout est chargé d'enjeux et comment le tout est piégé. Et ensuite, évidemment, on peut aller jusqu'à l'archive. Alors tout ce travail, on l'avait vu, on avait reçu l'année dernière Yannick Bosque, tout ce travail de déconstruction historiographique autour de Robespierre. C'était très frappant dans le livre que Yannick Bosque a rédigé avec Marc Bélissa. Revenons peut-être sur votre titre, La liberté ou la mort. Il ne faut pas en avoir une interprétation erronée, vous le rappelez assez vite dans votre introduction, Michel Biard. Oui, alors la liberté ou la mort, ou vivre libre ou mourir, il y a différentes déclinaisons, ou la fraternité ou la mort. La liberté ou la mort est une devise que je savais ancienne, précédant la Révolution, puisqu'on la connaît notamment dans la Révolution ou la guerre d'indépendance américaine. En fait, les recherches que j'ai faites m'amènent à constater qu'elles remontent carrément à l'Antiquité, grecque, et puis transmise par les écrits romains. C'est effectivement une devise qui peut prêter à contresens, qui a souvent prêté à contresens, notamment chez les historiens les plus violemment hostiles à la Révolution française, qui l'ont comprise dans le sens la liberté ou la mort, ou la fraternité ou la mort, soit mon frère, soit pour la liberté, sinon je te tue. Et en fait, ce n'est pas du tout ce sens-là qui était le sens accepté par les gens de la Révolution française, par les acteurs de la Révolution française. La liberté ou la mort, ça veut dire je vais me battre, je vais combattre pour la liberté, jusqu'au bout de mon engagement politique, et s'il faut périr pour la liberté, je préfère périr que de voir la liberté périr. Je préfère finalement perdre la vie plutôt que perdre des raisons de vivre. Votre corpus, c'est 96 représentants du peuple, on disait comme ça, députés, morts de décès non naturels entre 1793, entre janvier, je crois, 93, et puis 1799, mais la majorité, c'est entre janvier 93 et octobre 95, 86 sur les 96. Alors, vous dites au début de votre livre, page 14, la devise « La liberté ou la mort » a rassemblé ces hommes qui fondèrent la République. On peut les rassembler quand même, en dépit de contextes très différents, de clivages politiques forts aussi entre ces représentants du peuple. On peut les rassembler sous cette devise, Michel Biard. Alors en fait, vous avez entièrement raison là aussi de poser cette question. Les rassembler sous cette devise ou derrière cette bannière, pourrait-on dire, ou aurait-on dit en d'autres temps, les rassembler, mais c'est dans un sens intellectuel, ce n'est pas dans un sens évidemment politique. C'est-à-dire que si on avait une baguette magique et qu'on faisait revivre Brissot et Robespierre, qu'on les mettait dans cette pièce et qu'on les mettait face à face, j'imagine qu'il y aurait plutôt des échanges de noms d'oiseaux plutôt que d'aimabilité et des regards un peu tendus plutôt que les regards de Chimère
Chimène pour Rodrigue. Bon, pour être plus sérieux, qu'est-ce que ça veut dire ? Dire qu'ils ont été rassemblés intellectuellement sous cette bannière, ça veut dire tout bêtement dans mon esprit qu'ils sont imprégnés de la même culture, qui est la culture du siècle des Lumières, et que dans leur culture, il y a notamment cet héritage très fort, cette prégnance de l'Antiquité, parce qu'on apprend en latin, parce on connaît par cœur les vies de Lycurgue, qu'on connaît des exemples de héros morts pour la liberté pendant l'Antiquité. Et je crois qu'ils ont tous été imprégnés, qu'ils ont tous baigné dans cette culture, et que de ce fait, ils ont effectivement vécu la Révolution en habit de Romain, comme quelqu'un d'autre que moi a pu l'écrire. Et la vivre en habit de Romain, ça veut dire effectivement aller jusqu'au bout de son engagement politique, quitte à sacrifier sa vie. Et là, ce n'est pas une pure rhétorique de ma part. On trouve dans leurs écrits, dans des lettres, dans d'autres types de sources, on trouve cela. On trouve cette idée de « je vais jusqu'au bout de mon engagement, quitte à ce que cet engagement me coûte la vie ». Qui est le bien le plus précieux. Et à la limite, peut-être l'exemple le plus spectaculaire est celui de Philippe Lebas, qui au moment de l'arrestation de Robespierre et de son frère, et Couthon et Saint-Just, donc en Thermidor, Philippe Lebas, qui au nom de simples affinités électives, c'est-à-dire qu'il est ami avec les deux frères Robespierre et avec les autres, mais surtout avec les deux frères Robespierre, avec Saint-Just aussi quand même, au nom de cela, il demande lui aussi à partager leur sort, c'est-à-dire qu'au nom de l'amitié, ou de l'amour, si on veut utiliser un terme peut-être plus fort, il sacrifie sa vie. Et là, moi, je ne connais pas de sacrifice plus fort au nom de l'amour ou au nom d'affinités électives que de sacrifier ce qu'on a de plus précieux peut-être, à savoir sa propre existence. Alors revenons également sur les rythmes, ce que vous appelez les rythmes et la géographie de la mort. Il y a plusieurs moments où le nombre de morts non naturelles croît. Le premier moment, c'est l'automne 1793. Alors est-ce que vous pourriez rappeler le contexte pour nos auditeurs, Michel Bérard ? Oui, bien sûr. Alors pour me livrer à une seconde la palissade, parce que je crois que c'est la seconde, après le 8 lendemain du 7, je dirais que l'automne succède à l'été. Voilà. Et en fait, l'automne 93 est un automne qui voit la répression politique s'accentuer, parce que l'été 93 a été terrible. Donc il faut se souvenir que l'été 93, c'est la République française assiégée sur toutes ses frontières, quasiment par les Espagnols, les Anglais, les Piémontais, les Autrichiens, les Prussiens. C'est la République française avec des révoltes sur une bonne partie de son territoire, évidemment la Vendée, mais aussi les révoltes dites fédéralistes après la chute des Girondins. C'est rien moins, puisqu'on parlait tout à l'heure des attentats de janvier 2015 et de l'émotion suscitée à Paris, c'est rien moins aussi que l'assassinat de Marat le 13 juillet 93 en plein cœur de Paris. C'est-à-dire que ça veut dire qu'un tueur peut frapper à n'importe quel moment, y compris une personnalité importante, en plein cœur de Paris. Donc il y a tout cet été qui, à mon avis, explique largement l'automne. J'ai dit explique, évidemment, je ne suis pas en train de dire justifie. Bien sûr. Donc ça veut dire que, donnons quelques chiffres, par exemple, ce sont les 20 guillotinés du 31 octobre 1793. Oui, c'est bien ça, les 20 députés girondins guillotinés le 31 octobre et accessoirement un 21e qui s'est suicidé au moment de la condamnation à mort, qui s'est suicidé en plein tribunal la veille. La deuxième période, le deuxième pic, s'étale sur plusieurs mois, c'est vraiment entre mars et juillet 1794, là, voilà, autre contexte. Printemps-été 94, donc là on est dans un tout autre contexte, on est dans le temps fort de ce qu'on a coutume d'appeler depuis 2 siècles la terreur, même si là aussi il faudrait se poser la question de cette appellation qui prête à débat parmi les historiens de la Révolution en ce moment. Mais bon, c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser, je crois. Tout au mieux peut-on mettre des guillemets et nuancer un peu le mot. Mais bon, passons. Donc on est dans le temps fort de la terreur ou de la répression ou de l'état d'exception, qui serait à mon avis peut-être une expression plus juste. Et là on est au moment où la montagne, qui est une mouvance politique hétérogène, se divise en son sein. Donc le printemps, c'est l'élimination des factions hébertistes puis dantonistes qui entraînent un certain nombre de députés dans la mort. Et puis ensuite, l'été, c'est Thermidor, évidemment. Les hébertistes, ceux qu'on appelait les exagérés. C'est ça. Et puis les dantonistes, les indulgents. Voilà, les dantonistes, qu'on appelait aussi les indulgents, autres appellations qui sont d'origine vraiment non contrôlée et qui mériteraient un jour un travail de fond sérieux sur à la fois cette notion de dantoniste, qui est très peu utilisée à l'époque, au demeurant, et
puis cette notion d'indulgent qui ne l'est pas beaucoup. À l'époque, on dit volontiers les deux factions, où on dit les ultras et les citras, ou les exagérés et les modérés. On dit très peu d'antonistes et indulgents. Alors ça, ce sont les deux moments forts de ces morts non naturelles que vous étudiez dans ce livre. Alors si on fait un bilan des acteurs touchés, on s'aperçoit, et ça c'est une découverte pour ceux qui ne connaissaient pas le sujet, que la Gironde et la montagne sont touchés de manière quasiment équivalente, Michel Biard. Alors, je rajouterais, avant de passer à votre question, avant de répondre à votre question, je rajouterais un troisième temps fort, qui est le printemps 95, où il y a aussi toute une série de morts liées au dernier sursaut du mouvement sans-culotte parisien, et où plusieurs de ceux qu'on appelle à ce moment-là les derniers montagnards, donc des députés qui sont restés fidèles à leurs idéaux de 93-94, si je fais simple, tombent à leur tour. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, si l'on raisonne en chiffres absolus, il y a quasiment autant de morts du côté de la montagne que du côté de la Gironde. En revanche, si l'on raisonne en chiffres relatifs, en pourcentage, selon les mouvances comptées comme ceci ou comptées comme cela, puisqu'on ne sait pas exactement combien il y avait de députés girondins et combien il y avait de députés montagnards, les historiens qui ont travaillé sur la question donnent davantage une fourchette qu'un chiffre vraiment ferme. Donc selon qu'on prend le bas ou le haut de la fourchette, c'est entre un quart et un tiers de la députation girondine qui périt de mort violente, et c'est plutôt un cinquième du côté de la montagne. Bon, très bien. Mais écoutez, avant de rentrer dans le détail et de faire une espèce de typologie de tous ces morts non naturels, on va marquer une deuxième pause dans cette émission, et on va le faire, c'est de circonstance, en écoutant Le chant du départ, écrit par Étienne Nicolas Méhul pour la musique et Marie-Joseph Chénier pour les paroles en 1794. Victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté qui de nos pas est du nord au midi. La trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblez ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran descendez au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. De nos yeux maternels, ne craignez pas les larmes, loin de nous les lâches douleurs. Nous devons triompher quand vous prenez les armes, c'est au roi à verser des pleurs. Nous vous avons donné la vie, guerrier, elle n'est plus à vous. Tous vos jours sont à la patrie, elle est votre mère avant tout. La République nous appelle, sachez vaincre ou sachez périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Sur ce fer devant Dieu, nous jurons à nos pères, à nos épouses et à nos sœurs. Nous jurons à nos fils, nous jurons à nos mères d'anéantir nos oppresseurs. En tout lieu dans la nuit profonde, plongeant l'infâme royauté, les Français donneront au monde et la paix et la liberté. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français
Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle. Pour elle, un Français doit mourir. C'était le chant du départ écrit par Nicolas Méhul et Marie-Joseph Chénier en 1794. Vous écoutez R2R et l'émission d'histoire au miroir de Clio et nous sommes toujours en compagnie de Michel Biard, professeur d'histoire moderne à l'université de Rouen et auteur de La liberté ou la mort, mourir en député, 1792-1795, un ouvrage publié au tout début de cette année chez Talandier. Alors Michel Biard, on vient de voir un petit peu le contexte général, le corpus que vous étudiez, c'est 96 représentants du peuple ou députés morts de décès non naturels entre 1793 et 1799, 86 entre janvier 1793 et octobre 1795. Alors voyons maintenant un petit peu plus en détail les types de morts. Alors les représentants exécutés constituent la grande majorité de votre corpus, Michel Biard. Oui, à peu près les deux tiers, presque tous guillotinés, 61 qui sont exécutés, dont 58 guillotinés. Les 3 autres sont fusillés, mais c'est tardif, c'est sous le directoire, donc j'avais presque un petit peu de scrupule à les prendre. À un moment, je me suis dit que j'allais arrêter, non pas à 99, mais à 95, puisque le gros de mon corpus était là, mais il y avait des logiques qui m'incitaient à aller au-delà, parce que par exemple, la déportation politique, Collot d'Herbois est condamné à la déportation en 95, il meurt en 96. Si je m'arrête en 95, je ne le prends pas en compte, ça aurait été tout sauf logique. Mais bon, en tout cas, pour les morts, majoritairement, bien sûr, et majoritairement la guillotine, puisque c'est le supplice qui a été reconnu comme la seule façon d'appliquer la peine de mort à partir de 1792 pour son entrée en service, si vous me pardonnez l'horreur de mon expression. Alors, vous revenez au début de ces chapitres sur le statut, en quelque sorte, des députés. Ils avaient un statut qu'on pourrait qualifier d'inviolabilité, Michel Biard. Oui, alors l'inviolabilité, ou l'ancêtre de notre actuelle immunité parlementaire, naît dès 1789, dès l'été 1789, aux États généraux, sous l'impulsion de Mirabeau. L'Assemblée, la toute jeune Assemblée constituante, prend un texte. Ce n'est pas un décret, mais bon, c'est comme une loi, si vous voulez, prend un texte qui accorde une inviolabilité aux députés. À ce moment-là, on pense davantage à l'inviolabilité comme une sorte de protection contre le pouvoir exécutif, donc on s'attend à une répression qui serait lancée par le roi. Et puis ensuite, cette inviolabilité évolue, on le voit notamment dans la Constitution de 1791, et elle est toujours comme cela en 93-94, c'est-à-dire que l'inviolabilité est une inviolabilité qui protège le député, sauf, et le sauf est de taille extrêmement importante, sauf en cas de crime. Et en cas de crime, l'Assemblée elle-même peut mettre en accusation, peut décréter d'accusation, comme l'on dit, l'un de ses membres. Et le problème, c'est qu'en 1791, le mot crime est encore conçu dans son acception strictement juridique ou judiciaire. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où le mot crime va être étendu à des crimes, entre guillemets, politiques, c'est la porte ouverte, effectivement, à des épurations politiques au sein de l'Assemblée. D'accord. Revenons un peu sur le détail avant la guillotine. L'arrestation se produit dans des conditions variables. Alors, vous racontez l'histoire assez amusante de ce député, je crois, des Vosges, qui s'appelle Jean-Baptiste Noël, qui est arrêté en novembre 1793 et qui commence, pas très loin de la frontière, et qui commence par mentir sur son identité. Oui, ils sont plusieurs dans ce cas-là. Brissot, qui est arrêté aussi à Moulins dans l'Allier, commence aussi par mentir. Valady, dans la Dordogne, commence par mentir. Les députés en fuite ont pratiquement toujours plusieurs faux papiers d'identité sur eux. Ils sont toujours armés, et ils se disent négociants, ils se disent... il y en a un qui se dit professeur de rhétorique, etc. Les conditions d'arrestation sont parfois effectivement, aussi horribles que ça puisse paraître, ce que je vais dire, sont parfois effectivement amusantes, et montrent également à quel point l'image que l'on a de la terreur, pour reprendre le mot, est une image qui est un peu décalée. C'est-à-dire qu'on imagine volontiers, par exemple dans le cas de Paris, de lourdes portes qui se referment, des fenêtres grillagées, un suspect
suspect escorté par toute une ribambelle de gendarmes. Que nenni un suspect député pourtant qui est accompagné chez lui pour par exemple une pause de scellé, il est accompagné au maximum par 2 gendarmes, c'est-à-dire que s'il a suffisamment d'amis pour venir le délivrer, ça ne pose aucun problème. Les Girondins qui sont arrêtés en juin 93, au début de juin 93, ceux qui sont arrêtés, les 2 tiers, je dis bien les 2 tiers, c'est énorme. Les 2 tiers sont en cavale. Les 2 tiers parviennent à fuir. Ça laisse quand même dubitatif sur l'efficacité de la police au temps de la Révolution française. Il y a aussi bien sûr le moment du procès que vous étudiez. Ces procès peuvent être individuels ou collectifs, Michel Biard. Oui, alors procès individuel, ça veut dire qu'un député, comme l'adjectif l'indique, passe seul, mais en fait souvent accompagné par d'autres accusés, mais qui eux ne sont pas députés. Ce que j'appelle les procès collectifs, c'est lorsqu'il y a plusieurs députés ensemble. Alors il y a 2 cas spectaculaires surtout, le cas des Girondins, des 21 Girondins en octobre 93, et puis le cas de Danton et de ses amis au printemps 94. Quant à Robespierre, il n'y a pas de procès puisqu'ils sont, on en parlera peut-être tout à l'heure, ils sont placés hors de la loi pour une raison juridique que j'évoquerai peut-être. Et hors de la loi, ça veut dire qu'il y a simplement une reconnaissance d'identité et la condamnation à mort automatique, il n'y a pas d'autre alternative, sous 24 heures. Le théâtre de la guillotine, alors là vous citez un témoignage, quelques lignes d'Hébert qui sont absolument hallucinantes dans Le Père Duchesne du 1er novembre 1793, donc le lendemain du 31 octobre des exécutions des Girondins. Alors vous parlez de jouissance vengeresse, mais alors c'est vrai que c'est tout à fait ça. Quand on lit ces lignes, c'est épouvantable cette description qu'il fait dans Le Père Duchesne, Michel Biard. Oui, je vous l'accorde volontiers, enfin, si ce n'est que je ne m'accorde pas le terme de jouissance vengeresse, puisque jouissance vengeresse, je crois que Daniel Arras l'avait utilisé bien avant moi dans son ouvrage et ses travaux en général sur la guillotine. Oui, de fait, la plume d'Hébert est absolument terrible dans son Père Duchesne pour se réjouir du spectacle des Brissotins qui vont aller jouer à la main chaude, mettre la tête à la petite fenêtre. Ce qu'il décrit, c'est quand même également un spectacle au sens propre du terme, c'est-à-dire des gens qui se massent dans la rue sur le passage des charrettes, des gens qui se massent sur la place de la Révolution. C'est le spectacle classique de l'exécution publique, mais je rappellerai volontiers que ce spectacle existait bien avant la Révolution et avec des peines de mort infiniment plus cruelles que la guillotine dans les détails techniques. Et je vous rappellerai aussi que ce spectacle a existé en France jusqu'à un délai, jusqu'à une époque pas si éloignée que ça dans le temps, puisque là je n'ai plus en mémoire, mais c'est à partir, je crois, du début du XXe siècle qu'on exécute dans les cours des prisons et non plus en public. Confère le film superbe Casque d'or avec Signoret et Reggiani, si je me souviens bien, où elle loue, quand il va être exécuté, elle loue une chambre d'hôtel qui est avec vue non pas sur la mer, mais sur la cour où son amant est exécuté. Très bien, oui, de faire ce rappel. Alors évidemment, il y a un deuxième cas, ce sont les députés qui se suicident. Finalement, statistiquement parlant, c'est pas énorme, c'est 16 cas, Michel Biard. Alors là, je vais vous contredire, ça sera sans doute la seule fois, 16, mais il faudra en ajouter au moins 10, et c'est peut-être un peu plus, 10 autres qui ont tenté de se suicider. De le faire. Oui, donc si on ajoute 10 au moins à 16, le chiffre là est ferme, on arrive à 26 au moins, et 26 au moins sur 96, ça veut dire que c'est 1 sur 4. Oui. 1 sur 4 qui se suicide ou qui tente de se suicider, là j'ai beaucoup écrit aussi autour de cela, ça signifie qu'il y a une véritable culture du suicide. Ils sont imprégnés de cette culture parce que ça renvoie une fois de plus à l'Antiquité. Alors on ne parle pas de suicide, on n'utilise pas tellement ce mot à l'époque, Michel Non, Biard. on dit mettre fin à ses jours, on dit évidemment l'aspect technique, se pendre, se brûler la cervelle, se poignarder. Le mot suicide est un mot qui rentre dans le langage au XVIIIe siècle, qui nous vient de l'Angleterre au demeurant, suicide évidemment, mais c'est un mot qui n'est pas encore vraiment dans les usages. On parle de s'abréger les jours aussi. On parle aussi de s'abréger les jours. Alors là je renvoie au très beau livre de Dominique Godineau paru chez Collin il y a 2 ans ou 3 ans déjà. Vous évoquez notamment le cas de Robespierre, alors là, sur lequel il y a toute une littérature. A-t-il tenté ou non de se suicider le 10 Thermidor, c'est-à-dire le 28 juillet
1794 au matin. Vous avez voulu en savoir plus et vous avez fait appel à des experts en médecine légale, près la Cour de cassation et près la Cour d'appel de Rouen. Là, c'est toute une traque, la policière. Là, ce sont des textes, et notamment des procès-verbaux médicaux, qui méritaient analyse, et je me suis entouré sur ces textes-là, et comme sur d'autres, d'experts médicaux, parce que, tout simplement, un langage médical précis ne m'est pas accessible pour des raisons toutes simples d'études. J'ai voulu rouvrir ce dossier, non pas en me disant je vais, après avoir rouvert ce dossier, pouvoir enfin trancher, pardonnez-moi le verbe, et dire Robespierre s'est suicidé, enfin a tenté de se suicider, ou Robespierre a reçu une balle tirée par un gendarme. Bon, je n'ai pas persuadé de trouver la solution, mais j'ai voulu quand même rouvrir le dossier. Je ne parviens pas à une solution ou à une réponse ferme à 100%. J'ai quand même envie d'ajouter que ça sent très très fortement la tentative de suicide. Or, si tentative de suicide il y a, c'est une tentative de suicide qui ne concerne pas que le seul Maximilien Robespierre, mais 4 des 5 députés à ce moment-là. Seul Saint-Just n'esquisse pas un seul geste. Donc 4 sur 5, c'est une forte majorité. Donc ça veut dire qu'il y a la volonté de faire de son suicide une mort collective, ce que Sade appelle un spectacle d'apparat, auquel cas, ça serait la première tentative de suicide collectif de députés soumis à arrestation, avant ceux qui sont fameux, les 6 martyrs de Prairial au printemps 1795. Et donc, si jamais c'est cela, c'est extrêmement important pour des raisons politiques, parce que ça veut dire que dire Robespierre n'a pas tenté de se suicider, mais Robespierre a reçu une balle tirée par un gendarme, c'est lui voler sa mort. Que disait l'historiographie sur cette tentative de suicide ? C'était une division, là ? L'historiographie était vraiment partagée, alors pas en moitié égale, mais les uns penchant pour la tentative de suicide, les autres penchant pour la balle tirée par le gendarme. Ce qui est frappant, c'est que... il y avait des raisons politiques à ça, ou à choisir tel ou tel aspect ? Justement, il y avait des raisons politiques, mais il y a aussi des raisons qui étaient des raisons de non-sens, pratiquement, c'est-à-dire que des historiens républicains, très attachés à la Révolution, soucieux de refaire une révolution au XIXe siècle, avaient parfois, par exemple, rejeté l'hypothèse du suicide, parce que se suicider, pour eux, c'était lâche. Or, ce que je démontre est absolument le contraire. C'est-à-dire que c'est le suicide, non pas comme une libido bibandi, mais comme Morgandi, mais une libido bibandi, pas un amour de la mort, une tentation de la mort, mais un amour de la vie. Un amour de la vie qui fait que la vie doit être vécue comme une vie qui vaut d'être vécue. À partir du moment où on a perdu les raisons de vivre et où on voit que la liberté va être perdue et où on risque l'ignominie de la guillotine, mieux vaut mourir en homme libre et se frapper d'un coup de poignard en plein cœur ou se brûler la cervelle. Et dans l'historiographie récente... Donc c'est tout sauf une lâcheté, du coup. Tout à fait. Dans l'historiographie récente, on était revenu sur ce sujet, ou vous le reprenez en main ? Alors on était un peu revenu, mais finalement très peu, puisque si j'en juge par la dernière biographie parue sur Robespierre de Hervé Levers chez Fayard, presque au même moment que mon ouvrage, c'est à quelques semaines de distance, Hervé Levers ne tranche pas, justement, ne prend pas position. Il se contente de rappeler les arguments des uns et les arguments des autres. Moi, je crois que sur la base des textes que j'avance, on peut non pas bis repetita donner une réponse ferme et définitive, mais quand même faire pencher beaucoup la balance du côté de la tentative de suicide. Bon, alors il y a d'autres représentants qui sont morts dans des circonstances différentes. Morts en déportation, on évoquait au début de cette émission le cas de Collot d'Herbois. Des députés aussi assassinés, Michel Biard. Oui, les députés assassinés. Alors ça pose toute la question de l'acte. Est-ce que c'est un assassinat, est-ce que c'est un acte banal ou est-ce que c'est un parricide, je veux dire, quel est le statut de l'assassinat ? Donc j'ai beaucoup réfléchi à cela. Et puis il y a des exemples spectaculaires, ceux de Marat et de Lepelletier qui sont les plus connus, mais avec un mode opératoire, si vous me passez l'expression, un mode opératoire très différent. C'est-à-dire que Charlotte Corday a pratiquement une chance folle d'arriver à tuer Marat, parce qu'elle plante son couteau en plein dans la carotide et que, évidemment, la carotide tranchée, c'est de l'ordre de 2 minutes ou 3 minutes pour se vider de tout son sang. Là où l'ancien garde du corps, c'est une troupe d'élite, ce n'est pas le gorille d'aujourd'hui, l'ancien garde du corps qui frappe Lepelletier en janvier 93, frappe en militaire qu'il est,
Et quand il plante son sabre dans le bas-ventre de Lepelletier, il sait parfaitement ce qu'il fait. Le procès-verbal médical montre qu'il a remué la lame. C'est un geste de tueur, c'est un vrai geste de tueur, alors que le geste de Charlotte Corday, donc qui ne laisse aucune chance à la victime, alors que le geste de Charlotte Corday est un vrai coup de chance pour Charlotte Corday, ou de malchance, c'est selon, pour Marat. Alors on va peut-être rappeler le contexte pour le Pelletier. On est le 20 janvier 1793 pour la tentative, et puis il meurt le 21 janvier. Le 20 janvier, c'est-à-dire qu'on vient de voter la condamnation à mort du roi, et en fait, ce garde du corps qui s'appelle Paris est dans un café, un traiteur au Palais Royal, devenu Palais Égalité, bien sûr. Et donc, il est au moment de partir avec d'autres convives, d'autres consommateurs, voilà, ce serait le bon mot. Et il voit Lepelletier, il le reconnaît, il lui demande s'il est bien Lepelletier, s'il a bien voté pour la mort du roi. Lepelletier répond oui, j'ai voté selon ma conscience. Alors les formules changent un peu selon les versions. Et il le tue. C'est-à-dire qu'il le tue parce que c'est un député régicide, mais il se serait trouvé en face d'un autre député régicide que Lepelletier, il l'aurait tué tout autant. Et quand il est arrêté d'ailleurs en Normandie, il est arrêté à Forges-les-Eaux, quelques jours plus tard, il se suicide. Et avant de se suicider, il répond quelques phrases à ceux qui sont venus l'arrêter. Et en substance, on apprend qu'il aurait rêvé tuer Philippe Égalité. Philippe Égalité, donc député montagnard, mais qui n'est autre que le duc d'Orléans, cousin du roi, et qui a voté pour la mort du roi. Très bien. Alors il y a aussi les députés qui sont morts au combat. C'est le cas de Fabre de l'Hérault. Alors il nous reste quelques instants, on va conclure sur ça, Michel Biard. Oui, alors Fabre de l'Hérault est un député qui tombe sur le front face aux Espagnols. Là, il est le seul dans son cas, c'est le seul des députés à être tué les armes à la main sur un front militaire. Il va avoir des descendants, évidemment, lors des Premières et Secondes Guerres mondiales, des descendants lointains et qui ne se souvenaient sans doute plus de Fabre de l'Hérault. J'ai presque envie d'ajouter qu'un seul, c'est un peu de chance, parce que un très grand nombre, des dizaines de représentants en mission, sont allés aux armées, ont chargé à la tête de la cavalerie ou des fantassins, sont passés à travers les coups, ont été blessés. Il y a sans doute une dizaine au bas mot ou une vingtaine de blessés, donc d'autres auraient pu mourir les armes à la main sur un front. Bon, écoutez, très bien, merci beaucoup Michel Biard. C'est ainsi que se termine le 12e numéro de la 2e saison d'Au Miroir de Clio. Aujourd'hui, nous étions en votre compagnie. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Rouen. Michel Biard, auteur de La liberté ou la mort, Mourir en député, 1792-1795, paru au début de cette année 2015 aux éditions Talendier. Au Miroir de Clio, c'est le 2e et le 4e dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. On se retrouve dans 15 jours. À très bientôt sur R2R.